au café, nous sommes samedi. Merci d'être là. Comment allez-vous? C'est une question essentielle, primordiale pour vous, mais aussi pour la personne que nous allons rencontrer durant cette émission. C'est un écrivain voyageur. Vous le connaissez, c'est Sylvain Tesson. Bonjour Sylvain. Bonjour Catherine. C'est vrai, tout de suite. C'est une question qu'on vous pose sans cesse, mais elle est prépondérante pour vous. Comment allez-vous? Très bien. Très bien. Merci. Le miraculé, le rescapé, il va très bien. Oui, je ne me suis jamais senti en aussi bonne forme. Vous dites ça. Je dis ça. Oui. Je suis une manière d'évacuer un peu la question. Oui, je sais, je sais. Et pourtant, il va falloir qu'on en parle un petit peu, parce que la dernière fois que nous nous sommes rencontrés, c'était quelques mois avant votre chute. Vous étiez en super forme, vous parcouriez le monde, vous étiez un vrai globe-trotteur. Et puis, vous avez eu cet accident, cette chute de 10 mètres, tombée d'un toit. Et c'était à Chamonix. Et vous avez dû, pendant plusieurs mois, évidemment, vaincre des maux, vaincre ce physique cabossé, ce visage qui était aussi très cabossé et même presque méconnaissable. Et je trouve que vous avez retrouvé votre visage. Je ne sais pas s'il faut attribuer ça à votre sens inné de la bienveillance et de l'amabilité. Mais c'est vrai que mes forces sont revenues. Je suis tombé de 8 mètres, j'allais très mal comme vous venez de l'évoquer, et j'ai quand même bénéficié de tas de choses. D'abord du système de santé français qui est formidable, qui est fantastique, du progrès de la médecine. C'est quand même assez agréable d'avoir ce genre de déboire au XXIe siècle plutôt qu'au Xe siècle au fond de la Mongolie intérieure. Et puis d'un entourage superbe qui m'a permis, avec l'affection que j'ai reçue, De guérir. Oui, finalement, Oui. c'est aussi important que les médicaments. Plus les chemins noirs, vous avez traversé en diagonale la France. En fait, intramuros, c'était sans doute la première fois, vous qui voyagez à des milliers de kilomètres, vous vous êtes retrouvé dans l'Hexagone à rencontrer la ruralité, des paysans, des vagabonds et une France qu'on pourrait peut-être dire profonde. En tout cas, on va revenir évidemment sur cette expérience, sur l'expérience aussi de la maladie, mais quand on revient sur votre parcours, on sait que votre père est Philippe Tesson, c'est un journaliste de grande qualité, c'est un homme de théâtre, d'ailleurs qui a le théâtre de poche à Montparnasse, rue de la Gaîté. Qu'est-ce que vous avez, selon vous, hérité de lui? Je crois qu'il m'a transmis quelque chose que parfois on lui a reproché d'ailleurs, alors que de mon point de vue c'est une vertu, et qui est une sorte de sens de la comédie, de la légèreté, de la mise en scène. C'est peut-être ça qui lui donne son espèce de caractère inoxydable. Il approche de sa 90e année, il a toujours l'air d'un jeune homme. On a l'impression qu'il va de centre d'intérêt en intérêt divers selon les journées. Il est animé par une curiosité et un étonnement permanent. Et surtout, je crois qu'il n'a jamais rien placé au-dessus de toute vertu d'autre que la liberté individuelle. Et ça, je crois que c'est ça qui le maintient et il me l'a transmis. Votre mère a disparu il y a peu de temps, elle est décédée. Elle était médecin, c'était une femme très humaniste. Et d'elle, qu'est-ce que vous avez hérité? Voilà vos parents. Hein. Oui, voilà, oui. Ben, mon père, qui lui incarnait tout cet intérêt pour la politique, pour le théâtre, pour l'exposition peut-être de soi-même, car il a un grand sens de la comédie, ne ressemblait pas pour cela à ma mère, qui elle était beaucoup plus intérieure, beaucoup plus silencieuse, beaucoup plus réfléchie peut-être, et qui avait fait de la médecine une forme d'ailleurs d'humanisme. Elle avait un rapport très intellectualisé à la médecine. Elle en avait fait un journal, d'ailleurs, davantage qu'une pratique. Elle dirigeait le quotidien du médecin. Et elle avait voulu, je pense, ensuite faire de la médecine une forme d'humanisme, puisqu'elle s'était consacrée à la santé des femmes dans le monde à travers sa fondation Équilibre et Population. Vos parents, est-ce qu'ils ont compris tout de suite, Sylvain, votre soif de liberté et d'aventure? Non, je crois qu'ils ont été inquiets au début. Très inquiets. Ils ne voulaient pas tellement... En fait, toute leur vie, vous les aurez inquiétés. Hein. Oui, mais au bout d'un moment, l'habitude finit par atténuer un peu les inquiétudes. Mais c'est vrai que quand je suis arrivé, je devais avoir 20 ans et je leur ai expliqué que j'allais faire le tour du monde à bicyclette, ils trouvaient que ce n'était pas du tout une bonne idée.
ils auraient préféré que je leur explique que je voulais aller faire un stage linguistique à Londres, plutôt que d'aller traverser la Mauritanie à vélo. Alors oui, je leur ai donné des inquiétudes, mais en même temps, à cause de ce principe de liberté dont je vous parlais, et qui a conduit notre éducation, c'est-à-dire on faisait ce qu'on voulait à condition qu'on montre qu'on travaille et qu'on était sérieux. C'était une belle transmission d'ailleurs. Quand Alors à ce vous moment-là, dites vous, c'est aussi vos deux sœurs. C'est ça. Parce que vous étiez une fratrie de 3 enfants. C'est ça, j'ai une sœur qui a des enfants et qui les élève, une autre qui aide mon père à la direction du théâtre de poche à Paris en ce moment, qui a voué sa vie au théâtre. Et on est encore très proches parce que je pense qu'on se souvient de cette éducation qui était à la fois sérieuse mais joyeuse. Alors on n'a pas peur de le dire aujourd'hui, on reçoit un mec assez haut perché, Philippe Aiguepers. J'ai jonglé comme tout le monde, quoi, vous voyez, comme Il y a ça. des matins comme ça où les invités de Catherine sont un peu perchés. Je nourrissais, tout en jonglant, ce qui n'est pas très difficile. Vous savez ce genre de surdoué qui joue de la flûte comme de la cornemuse? Bref, un astre à part qui vit sans portable et sans contrainte. Un invité, comment dire, un peu déglingué. Je suis pas déglingué, mais je suis assez triste à l'intérieur, parce que je lis la presse le matin. Faut dire que le monde, c'est son terrain de jeu depuis 20 ans et que Sylvain Tesson a toujours eu la bougeotte. Le matin, je marche. À midi, je marche. Globetrotter insatiable, en duo ou en solo, il fait le tour du monde à vélo, traverse l'Himalaya à pied, les steppes d'Asie centrale à cheval. Je suis un aventurier. Un aventurier solitaire qui fuit le rythme effréné de notre société, mais accepte la présentation d'une émission de télé. Bonjour, ça peut vous sembler bizarre, des chiens comme ça au milieu du Vercors. Oui, enfin, ce qui me paraît surtout bizarre, c'est quand vous chassez de stalactites et quand on vous découvre un peu perché en plein expé. Je ne sais pas à quoi vous carburez, mais suffisamment pour partir sur les pas des évadés du goulag et vivre pendant 6 mois dans une cabane en Sibérie. Vos aventures, vous les prolongez par l'écriture de livres, salués par la critique et les prix littéraires, et vous vous bâtissez une vie originale hors des sentiers battus. Les 48 heures pour la plaque. Persuadé qu'une vie sans péril est une vie sans plaisir, vous voyagez sans filet. Vérifiez qu'il n'y a pas de péniche qui arrive. Heureusement pour vous, ce jour-là, il n'y en avait pas. Mais à force de jouer avec la vie et faire le pitre sur les toits de Paris, Le moindre faux pas, évidemment, vous précipite dans le vide. vous finissez par tomber du toit d'un chalet et frôler la mort. Il faut s'engager physiquement, quitte parfois à risquer sa vie. Après plusieurs mois d'hosto, plutôt que de partir en thalasso, vous traversez la France à pied et en solo. Quand je vous dis que notre invité est un miraculé un peu perché, un funambule de la vie, prêt à tout pour garder sa liberté. Quand vous regardez votre vie concentrée par Philippe Aiguepers sur 1 minute 30, vous vous aimez ou pas? Non, Pourquoi? non, parce que je trouve ça un peu bouffon, tout ça. C'est une clownerie, mais cela dit, je l'assume. Je l'assume. J'aime bien, moi, cette idée que la vie étant absurde, il faut de temps en temps accepter de manifester des comportements qui le sont aussi. Est-ce que vous diriez, Sylvain, que vous êtes asocial? Je dirais que je ne suis pas contre toute expérience de solitude, y compris prolongée. Mais je ne suis pas sociable dans le sens où j'ai des amis que j'aime profondément. Je suis capable d'exprimer mon affection. Mais en revanche, je la destine uniquement aux gens que je connais très bien, que j'ai détectés, que j'ai identifiés. Et Vous êtes sélectif. Très. Je ne suis pas du tout dans l'idée qu'on distribue sa générosité de manière abstraite. Je suis capable de délivrer une affection ou une générosité, mais à des visages que je connais, à des noms que je connais, à des êtres dont je connais la biographie. Je ne suis pas un abstrait du sentiment. Qu'est-ce que vous n'aimez pas dans la société contemporaine? Ça, peut-être, justement. Cette capacité extraordinaire qui est embrassée d'ailleurs autant par les politiques que par un certain nombre de gens qui nous gouvernent ou qui, en Mais tout vous n'avez cas... pas d'empathie. Si, bien entendu, mais j'ai une empathie pour Ciblée. J'ai une empathie pour la main que je suis capable de saisir parce que seule m'intéresse l'efficacité. C'est-à-dire que si j'apporte une aide, je veux qu'elle soit véritablement concrète. Ça ne m'intéresse pas de proclamer que je veux absolument la diffuser parce que j'ai une vertu en moi-même. Car à ce moment-là, ça n'est que du discours. Et d'hypocrisie. Oui, en tout cas, c'est du pharisianisme. C'est une manière précisément de s'encombrer, de s'enfermer dans cette espèce de nuage de l'abstraction pour prétendre diffuser sa vertu sans être capable de la transformer en un geste. Et pour la transformer en un geste, il faut être capable de connaître celui à qui on la destine.
Dans la nuit donc, du 20 au 21 août, c'était 2014. On va revenir à des choses sérieuses. Vous êtes à Chamonix. Vous êtes chez l'écrivain, académicien, ami Jean-Christophe Ruffin. C'est une soirée un peu arrosée, hein, parce que vous rendez à votre éditeur un de vos manuscrits, Bérésina, celui-là. Donc tout va bien. Et puis, le destin bascule, la fatalité ou pas. En tout cas, Jean-Christophe Ruffin a accepté de témoigner. Le jour où Sylvain a eu son accident, il était chez moi, à la montagne. Et moi, j'étais pas là. Je l'ai trouvé à l'hôpital d'Annecy, dans un état affreux, quoi. Il était... Enfin, c'était terrible. J'ai eu la difficulté d'annoncer à son père ce qui s'était passé. Le pronostic était vraiment engagé. Personne n'était tout à fait surpris parce que ça faisait un moment qu'on se disait il va se casser la gueule, il fait des conneries. Bon, ça, c'est la vie. Mais il s'en est sorti et tant mieux. Il y a des choses qui ont changé, mais par exemple, l'idée de se mettre en danger le séduit toujours autant. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, si vous voulez, méprise le fait de, j'allais dire, de préserver sa vie. Voilà. Tenir à sa vie, pour lui, c'est pas une qualité, c'est un défaut. C'est une sorte de vulnérabilité. Et au fond, tout ce qu'il aime, c'est le courage, c'est les exemples du courage. Quand il avait écrit Bérésina, les grognards, etc., qui meurent de froid, c'est ça sa fascination. Comment on sent quand on part en montagne avec lui ? Inquiet qu'il fasse pas trop de... Voilà. Moi, si vous voulez, je suis plus raisonnable que lui. J'aime bien cadrer un peu plus les choses. Et lui, au fond, il adore quand ça tourne un peu mal, quoi. Voilà. C'est ça qu'il aime. Moi, je le vois bien à la Théodore Monod, si vous voulez, qui cite souvent d'ailleurs, se balader jusqu'à 100 ans, s'il en a la force. Je suis persuadé. Et il adore en plus cette espèce de contradiction entre la vie qu'il pourrait avoir, parce qu'au fond, aujourd'hui, il est très célébré, il est invité partout, etc. Et puis, là où on l'attend partout, dans les grands hôtels, ben, à ce moment-là, lui, il va aller dormir dans une grotte. Voilà, ben, il fait ça maintenant, et il le fera toujours. Il le raconte avec émotion, avec empathie, mais c'est vrai qu'il n'était pas là, mais il vous a retrouvé quand même au plus mal sur votre lit d'hôpital. C'est une responsabilité que vous ressentez aussi vis-à-vis de ceux qui vous ont ramassé, qui vous ont aidé durant ces 4 mois? Oui, bien sûr. C'est la raison pour laquelle je m'en veux de cette chute. Qui était non pas pour vous, mais pour les autres. Bien sûr, comme le dit d'ailleurs très bien Jean-Christophe Ruffin, qui a beaucoup contribué ensuite à ma rémission, ainsi que certains êtres à qui je dois davantage qu'à tout le corps médical. Mais comme il le dit très bien, ça devait arriver. Le petit reportage d'Ecpers que vous avez montré, de 2014, ce que j'appelais cette espèce de forme de bouffonnerie, elle ne pouvait mener qu'à une chute, et tant mieux d'ailleurs, il fallait bien qu'il y ait une forme de sanction du destin. Enfin, moi je ne suis pas du tout un être déterminé ça, par des espèces de forces. Je ne suis pas protestant, je ne crois pas à la prédestination, mais il était temps que tout ça s'enraye. Il y a un moment où la surchauffe intérieure mène au pire. Alors là, ce qui est finalement plutôt bénéfique dans cette histoire, c'est que j'ai été le seul, finalement, la seule victime de tout ce fracas. Mais j'ai quand même causé beaucoup de peine, de chagrin à beaucoup de gens pour qui j'ai une immense affection, et ça me préoccupe. Est-ce que vous pourriez lire ce passage, s'il vous plaît, de votre livre ? C'était la première fois que ma gueule cassée suscitait pareil élan de compassion. Mon accident m'avait affligé d'une paralysie faciale et ma grimace fascinait les enfants dans la rue. Même les chiens me regardaient bizarrement. Ma bouche, tordue, tombait sur le côté, le nez était traviole, la joue droite enfoncée, l'œil exophtalmique. Qu'est-ce que vous avez appris du regard des autres ? D'abord, j'espère que j'ai eu une greffe. Alors, je crois que la symétrie s'est un tout petit peu remise par rapport à cette description que très je donne. améliorée. Enfin, à peine, mais un tout petit peu. Les chiens n'aboient plus quand je passe. Mais ce que j'ai appris, c'est ça. J'ai beaucoup appris du regard des chiens, bizarrement. C'est que tout à coup, vous apercevez que
les chiens vous regardent, et bizarrement, quoi, parce qu'ils voient une forme de monstruosité dans votre disgrâce. Mais ça ne m'a pas déplu, moi. Je trouve ça tout à fait normal qu'on regarde les êtres monstrueux, dissymétriques, affligés de disgrâce, autrement que l'on regarde ceux qui ne le sont pas. Moi, j'ai senti le regard qui changeait sur moi, mais ça ne m'a ni étonné, ni déplu, parce que je trouve ça normal. Tout ne se vaut pas. Tout visage ne se vaut pas, toute apparence ne se valent pas, et toute expression de soi-même ne se vaut pas. Vous aviez carte blanche pour nous emmener là où vous souhaitiez. On a eu très très peur d'aller sur les toits. D'ailleurs, on y est allé quand même un petit peu. Philippe et Oui, Goeppers. mais modérément, tranquillement. tranquillement, Oui. Et Philippe et Goeppers s'est rendu avec vous chez vous, tout d'abord. Vous nous avez accueillis, puis ensuite donc, dans le quartier latin, puis ensuite sur les quais de Seine. Bienvenue chez moi, j'habite ici. À quoi ressemble l'appartement d'un aventurier? Par définition, c'est un rat de passage. C'est plutôt une sorte de hall de correspondance, comme on dit dans les gares, quoi. C'est pour descendre d'un train et remonter dans un autre. Alors il y a les seules choses qui sont durablement installées ici, c'est les livres, un peu de matériel d'alpinisme et puis une table pour écrire, quoi. Enfin l'essentiel. Ça s'use, le matériel de montagne, et par définition, il faut que ça soit quand même parfois... il faut qu'on puisse y faire confiance. Et vous, on peut vous faire confiance? Plus personne ne fait confiance. En montagne notamment, j'ai encore de très bons amis qui m'emmènent grimper, mais j'inspire pas tellement la confiance. Peut-être que les gens se disent que je porte un peu la poisse, j'en sais rien. Moi-même, je sais pas si je me fais très confiance. Voilà, je dors ici. Comme ça, il y a les livres pas loin. Et ça, c'est une caisse remplie de petits objets que j'ai au cours de mes voyages trouvés, récupérés. On a circulé, on a vu des choses, on a rencontré beaucoup de gens, et puis finalement, tout ça tient dans une petite boîte, quoi. De toute façon, nous-mêmes, nous tiendrons dans un petit cendrier, donc il vaut mieux s'habituer aux petits contenants. Est-ce que ça vous manque de ne plus pouvoir escalader les toits de Paris? Non, c'est très bon que ça s'arrête. Je continue l'escalade, mais dans des dispositions plus raisonnables. En montagne et avec un système d'assurage. Je trouve dans le mouvement un confort qui a évidemment son prix, qui a son revers. Parce que quand on choisit à chaque fois que se pose l'impératif de prendre une décision, de ne pas la prendre mais de fuir, c'est très confortable, c'est très amusant. Puis un jour, vous vous réveillez et vous vous apercevez que vous n'avez rien construit, mais c'est peut-être pas grave. L'essentiel étant de vivre libre, mais c'est pas dur de vivre libre, mais il faut simplement en payer le prix. Cette rue est amusante parce que c'est une rue qui est pleine de restaurants, prétendument de tradition savoyarde et française. En fait, c'est plutôt les pigeons et les rats du quartier qui ont été attrapés et qui finissent dans des fondus. Et vous avez tous les touristes du monde entier qui viennent déjeuner ici ou dîner et qui ont l'impression que c'est so French. Ça dit quelque chose de la mondialisation, cette rue. Je suis content d'habiter ici, dans ce quartier, parce que d'abord, la Seine n'est pas loin, et la Seine, c'est la seule chose qui, finalement, ne soit pas bétonnée. C'est agréable de vivre au bord d'un fleuve, parce qu'on se rappelle tous les matins en le regardant que tout passe, tout coule, tout s'écoule, et ça nous ramène au principe du mouvement. Est-ce que vous aimeriez être votre compagnon de marche? Non, parce que je me sens trop suffisamment épris de solitude. Et du coup, si j'étais mon ami, je me connaîtrais parfaitement. Et je saurais que c'est peut-être pas ce serait pas un très bon service à me rendre que d'être mon ami. Qu'est-ce qu'il y a de plus punk chez vous? C'est qu'il y a toujours un trou dans mes chaussures. C'est un petit trou, quoi. Ça permet d'être en contact avec les éléments. Avant de partir sur ma traversée de la France, j'ai marché ici et ça a été à la fois mon immense bonheur parce que je m'apercevais que je pouvais encore marcher. Mais en même temps, voilà, c'est associé à ces moments qui n'ont pas été les plus agréables de mon existence. Elle serait comment, votre existence, sans la marche? J'ose même pas y penser, quoi. J'ose même pas trop y penser parce que je crois que je serais incapable de supporter de la continuer sans le mouvement. Vous êtes grave. Vous trouvez? Hum. Ah bah zut, alors je sais pas s'il faut que je prenne ça pour... Non, c'est une observation.
Je pense que vous l'êtes plus, davantage, non? Ah, depuis ce qui m'est arrivé, je ne sais pas. Je ne sais pas. J'ai du mal à vous répondre. Est-ce que vous souriez à la vie? Oui, bien sûr. Je souris à la vie, mais non, mais c'est bizarre que vous parliez de la gravité parce que pour moi, c'est quelque chose c'est une vraie question pour moi, la question de la gravité, de la légèreté, la question de la manière dont s'il faut prendre la vie avec une forme de sérieux ou au contraire de désinvolture. Et je ne suis pas absolument sûr qu'on ne puisse pas conjuguer une certaine forme de gravité avec une forme de nonchalance et de désinvolture. Je crois même qu'il y a quelque chose d'extrêmement similaire. Il faut mêler les deux. Oui, on peut tout à fait vivre dans une sorte de fatalisme joyeux. Alors c'est peut-être plutôt ça ma gravité, c'est une gravité mais de l'échapper. Est-ce que ce livre a été vraiment un livre guérisseur pour vous, sur les chemins noirs? Ce qu'il contient l'a été, c'est-à-dire la marche, la traversée de la France à pied, parce que d'abord la marche m'a apporté ses effets bénéfiques physiques, musculaires, physiologiques. Une sorte de rééducation. Oui, une forme de rééducation. On peut la faire sur un tapis roulant, on peut la faire dans un centre de rééducation, mais on peut la faire dans le pays. Et puis ça a été une reconquête morale, parce que j'étais quand même tombé dans un état de relative déprime. Vous me dites que j'étais grave, mais je l'étais encore plus en sortant de l'hôpital. Et le fait de traverser à nouveau un territoire à pied, de faire ce que j'aimais faire, ça m'a remis en appétit. Un terrain pourtant, Sylvain, très limité. Vous qui connaissez les grands espaces, vous avez fait plusieurs fois le tour du monde. Est-ce que c'est pas réducteur? Non, parce que c'est justement ce que j'essaie d'ailleurs de montrer à travers l'idée du chemin noir, c'est que le chemin noir, ça n'est pas uniquement le petit tracé qu'on voit sur nos cartes, ça n'est pas uniquement la piste à travers la forêt, mais c'est aussi le chemin de l'existence, le chemin du silence, le chemin de la méditation, le chemin de la solitude. Donc une quête intérieure. De la quête intérieure. Et ça n'est pas circonscrit, ça n'est pas étriqué. C'est le chemin qui ne se ferme et ne se finit jamais. Et puis j'ai essayé justement, dans un endroit que je ne connaissais pas, qui s'appelait la France, de sinuer, comment pourrait-on dire, de serpenter entre les endroits trop modernes, trop enlaidis, trop abîmés par les politiques d'aménagement du territoire de ces 5 dernières décennies, et de sinuer pour essayer de retrouver les beaux endroits de l'archipel de la beauté. Vous partez du sud, vous partez de l'arrière-pays niçois, du Mercantour, et puis vous allez monter jusqu'au Doigt, jusqu'au Cotentin. C'est vrai que moi, je me demandais si vous aviez vu des paysages qui étaient encore presque déserts, presque immuables, figés. Mais non, en France, on ne voit plus de paysages déserts. Nous sommes 65 millions d'habitants sur un territoire de 550 000 km². C'est pas possible. C'est pour avoir un paysage désert, encore qu'on n'a plus tellement de paysages déserts dans le monde, mais à la limite sur quelques calottes polaires ou dans quelques déserts lointains, peut-être pouvez-vous faire l'expérience de la solitude désertique. En France, non. Deuxièmement, le paysage auquel vous faites référence, il n'est pas originel. Notre pays est peuplé par le peuple des paysans depuis des milliers d'années qui ont façonné, qui ont ouvragé le moindre mètre carré de notre territoire. En revanche, ce qui est très fascinant en France, c'est que lorsque vous faites cette traversée, vous traversez des paysages où il n'y a pas grand monde, et où chaque mètre carré a été dessiné par l'effort du paysan, mais il n'y a plus de paysans, car ils ont disparu. Ils étaient 10 millions en 1945, ils sont 500 000 aujourd'hui. Vous traversez donc un pays fantôme. Exactement comme la galerie d'un musée, quand vous êtes au Louvre, et que vous longez les couloirs, et qu'ils sont couverts de tableaux qui ont été peints par des gens qui sont morts. Plus personne n'est là. Et en France, vous faites cette expérience-là qui, psychiquement, est très impressionnante. Il y a quelques personnes, des amis, de la famille aussi, qui vous ont apporté leur compagnonnage durant cette traversée de la France. Ça vous a fait du bien? Oui, et mes sœurs sont venues marcher avec moi quelques jours. Les deux? Les deux, et moi j'étais très heureux finalement de leur montrer quelque chose qu'elles ne connaissaient pas vraiment, c'est-à-dire qu'on peut en France vivre des expériences d'aventure, de dissimulation, de disparition, alors qu'on croit que le pays n'est réservé finalement qu'à
une vision qu'on peut en avoir quand on prend le TGV. Ma petite sœur est venue, elle n'avait jamais dormi dehors, je l'ai fait passer sa première nuit sous la tente, ça a été un peu Avec quelques cauchemardesque. frelons. Voilà, pour la première fois de ma vie, alors que j'ai passé des milliers de nuits dehors, je ne sais pas pourquoi, j'ai fait le feu de bois sous un nid de frelons. Et alors ils sont venus, on aurait cru l'attaque des kamikazes japonais pendant la guerre du Pacifique en 1945. Ils venaient s'écraser dans le feu et elle n'a pas du tout aimé ça. Et je crains malheureusement que je ne l'ai pas convaincue du bénéfice et de la merveille qu'il y avait à dormir dehors. Elle semble ne pas vous en tenir rigueur. Daphné et Stéphanie ont croisé leur regard sur vous, Sylvain Tesson. Sylvain, c'est mon petit frère, mais ça a toujours été un grand frère. Ça a été un emblème d'indépendance, de force de caractère, de volonté. Je l'admire parce qu'il est tout ce que je ne suis pas. Et dans sa manière de voir le monde, dans sa manière de prendre le monde, à bras le corps. Il ne peut jamais, jamais se satisfaire de la minute qui est. Il est toujours dans la suivante. Ce qui me surprend le plus, c'est que il soit capable de passer d'un état à un autre. Il peut être dans l'euphorie et dans la déprime totale. Il est torturé, il est grognon, et puis en même temps, il aime énormément la vie. Il est très très drôle. Il a un sens de l'humour proche parfois des calembours du 19e siècle. Un humour qui s'est noirci un peu avec le temps, mais je n'ai jamais vu quelqu'un se prendre aussi peu au sérieux. Je le chambre sur sa coupe de cheveux, sur sa manière de s'habiller. Il aime bien avoir des habits moches. Il aime bien cultiver ce côté vagabond qui sort du fourré. Son plus gros défaut, mais il est insupportable. Son manque d'altruisme. On ne sait jamais s'il sera là, comment il sera là, et comment il sera s'il est là. Mais est-ce que c'est un égoïsme? Il n'est pas plus égoïste qu'un autre. Il peut pas faire autrement. Il nous dit souvent j'ai pas besoin de vous, je vous ai rien demandé. Et c'est vrai, il ne demande rien. C'est très dur les êtres comme ça, qui se suffisent à eux-mêmes. L'accident, évidemment, l'a transformé, nous a tous transformés. Et je pense, lui a fait prendre conscience d'énormément de choses. Il a pris conscience qu'il n'était pas invulnérable et que la mort était pas simplement une idée et qu'elle est entrée en lui. Il est plus accessible. Il est un peu plus sage. Je sais pas si on peut parler de sage, mais il est plus humain. Un peu plus apaisé, un peu moins enragé. Qu'est-ce qu'on peut lui souhaiter? De revenir. Toujours. De toujours revenir. Comme l'enfant prodigue. I've been somewhere working, I've been somewhere working, I've been somewhere working for my Lord. I've been somewhere working, I've been somewhere working, I've been somewhere working for my Lord. Pourquoi cette chanson? Parce que c'est une chanson qu'on a beaucoup chantée quand on était petit. Je crois que c'est une chanson qui vient du film. D'un Des film. frères Hein. Cohen, ouais. Oui, c'est ça, d'un film des frères Cohen. Et voilà, alors on l'entonnait quand on était petit. Alors ça, il y a dû avoir une remontée comme ça mémorielle dans cette petite Madeleine. Alors, on rappelle d'ailleurs à ceux qui n'ont pas lu ce livre sur les forêts de Sibérie et qui n'auraient pas vu ce magnifique film qui est tiré d'ailleurs de votre livre. Moi, j'ai vu ce film, j'ai trouvé vraiment très découverte, très zen. C'est-à-dire on est bien pendant 1h30 à regarder ces images, des images que vous avez vécues pendant 6 mois. 6 mois, vous avez vécu en tant qu'ermite presque, dans une petite cabane de bois au bord de ce lac. On regarde la bande-annonce et on en parle ensuite. En ville, les minutes, les heures, les années nous échappent. Ici, le temps se calme. Je suis libre, parce que mes jours le sont. Ne nuire à rien. Ne subir le diktat de personne. Ne désirer pas plus que ce que l'on éprouve et savoir se faire accepter par la nature.
Avec Raphaël Persona qui joue votre rôle, comment vous l'avez appréhendé ce film quand on l'a vécu soi-même? Quand Safi Nebou, le réalisateur des Forêts de Sibérie, est venu me dire qu'il avait l'envie de l'adapter au cinéma, d'adapter mon récit au cinéma, j'étais très circonspect. Je ne pouvais pas imaginer qu'il réussisse. Parce que c'était justement une expérience de la rétractation, du repli, du silence. Comment faire un film de cela? Comment faire un film de l'expression du néant? Je lui ai dit d'ailleurs que c'était impossible et qu'il se préparait à l'échec absolu. Et il a réussi, ce qui est formidable. Je crois qu'il a réussi d'abord parce qu'il a fait du lac un personnage, il a fait de la nature un personnage, et puis il a adjoint à l'histoire de l'expérience de solitude incarnée par Raphaël Personnage, il y a adjoint une autre histoire, l'histoire d'une rencontre avec un Russe, et tout ça a fait une narration qui est très réussie. Est-ce qu'on a bien fait, est-ce que le président François Hollande a bien fait de ne pas recevoir Poutine récemment à Paris? Je ne suis pas absolument sûr qu'on ait raison de nous couper d'une part de nous-mêmes, et je crois que la Russie est une part de nous-mêmes, en tout cas physiquement. La Russie est une part du continent que nous habitons et d'où nous constituons, nous autres Français, la petite péninsule occidentale. Ça s'appelle la France, si vous regardez une carte de géographie. Et si vous tournez votre œil vers la droite, c'est-à-dire vers l'est, vous voyez que le continent s'étale, s'étend jusqu'à l'extrême-orient russe. Ça s'appelle l'Eurasie. Et c'est toujours idiot, à mon avis, physiquement, diplomatiquement, politiquement et surtout culturellement, de couper. C'est quand même dommage que le mur de Berlin soit tombé sous sa forme de béton pour qu'on le réinstalle par des crispations. Quand on tourne notre regard vers l'Ouest, les États-Unis, le fait que Donald Trump ait remporté la présidence? Ben, j'ai l'impression qu'il y a là une victoire de la vulgarité, ce qui me chagrine, évidemment. Cela dit, je ne suis pas absolument sûr que l'un et l'autre auraient changé quoi que ce soit à l'idée que les États-Unis seront toujours les États-Unis et le reste du monde. Et moi, je n'ai jamais beaucoup aimé toute expression du point de vue quand il n'y a que ce point de vue-là. Et si on allait au dos à dos? Ça, c'est un autre exercice, hein. Moins risqué. Je vous suis. Dos à dos avec vous, Sylvain Tesson, et des réponses du tac au tac. Ce que vous n'aimez pas que l'on dise de vous? Que je suis un enfant gâté. Le lieu le plus excitant pour un rendez-vous amoureux? Un musée. Quel âge sentimental vous donneriez-vous? 4 ou 5 ans. Votre dernier coup de tête? Avoir décidé de retourner au nord de la Mongolie pour faire le tour d'un lac gelé à bord de motocyclette sidecar. Votre dernière crise de mégalomanie? Écrire un livre. La chose la plus précieuse que vous possédez? Les petits carnets dans lesquels je note tous les jours ce que je fais dans la vie, mon journal intime, parce que je ne fais pas confiance en ma mémoire. C'est ce que je possède de plus précieux, mais c'est ce qui me met dans une situation absolue de vulnérabilité aussi. Votre dernière gueule de bois? Elle m'a coûté très cher. Mais depuis, j'en ai pas vécu d'autres. Ça a été la dernière, d'ailleurs, tellement elle a été importante. La convention, le code social qui vous agace le plus? L'obligation d'avoir une opinion sur tout et de la proclamer. L'incivilité qui vous révolte le plus? Le fait d'exiger que la personne que vous appelez au téléphone réponde, comme si nous étions des laquais et que dès que sonnait la sonnette, il fallait absolument se précipiter. La dernière fois que vous avez dit « je t'aime ». Ça ne m'a pas valu de réponse en retour. Et Sylvain, la musique qui vous rend joyeux? La musique qui pourrait me faire danser, c'est le Soleil, Soleil vous voyez qui je veux dire? Dalida? Oui. Sylvain Tesson?
Ben, pourquoi pas. Tiens. Mais il y a chez elle une joie triste, car le soleil qui l'a fait danser est un soleil qui est noir. C'est un soleil de la mélancolie. Comme vous. Très très difficile cet exercice. La musique, C'est terrible ça, parce qu'en fait c'est tragique cette musique. mais c'est une musique que vous emmenez même en voyage? Dalida? Non, j'emmène jamais de musique en voyage. Seulement des livres. Souvent des livres et non, c'est une musique. Le soleil de Dalida, il me transperce. Parce qu'on sent, d'abord, moi je suis, si jamais j'ai un dieu, c'est le soleil. C'est le seul culte. J'aurais aimé être, pas moi, égyptien ou zoroastrien et rendre grâce à l'aube et au crépuscule. C'est mon dieu, le soleil. Et c'est une prière qu'elle adresse au soleil. Mais c'est une prière triste, c'est une prière désespérée. Mais quand vous allez auprès de votre lac, vous ne trouvez pas beaucoup de soleil ici? Si, parce que contrairement à ce qu'on pense, la Sibérie, en tout cas l'été, est très ensoleillée. Et justement, toute personne qui aime le soleil aime l'hiver, parce que les rares moments où il se montre, c'est dans des perspectives et dans des nuances tellement belles que... C'est un émerveillement. Mais c'est l'émerveillement, on en a des manifestations parfaitement esthétiques. Vous, l'homme de lecture, l'homme des mots, voici le dictionnaire amoureux de la montagne que je vous offre, de Frédéric Thiriez. C'est chez Plomb. C'est un alpiniste, un spécialiste de la montagne. Il est pour vous. Et puis, je voulais vous offrir ce livre que moi j'apprécie beaucoup, de Anne de Vandière. Elle est photographe et elle a recueilli en fait au fil de ses voyages des témoignages de tribus menacées à travers le monde. C'est absolument magnifique. C'est un très 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 beau travail. Beaucoup de portraits notamment de ces tribus très très reculées. C'est aux éditions Intervalle. Et puis, si vous souhaitez mieux connaître Sylvain Tesson, par où il est passé sur ces chemins noirs que l'on voit en France, vous savez, sur ces cartes très détaillées, ce sont les chemins de traverse, eh bien, n'hésitez pas à lire ce livre. Ça nous permet de découvrir un hexagone bien différent de celui que l'on connaît dans notre quotidien. Merci Sylvain. Merci. Partez, continuez à rouler votre bosse, parce Bien. que c'est ce qu'on aime en vous. Je vais vous écouter. Et je voudrais remercier l'artiste qui exposait sur le plateau de Théo Café ce matin, c'est Cécile Partouche. Elle expose à la galerie Le Petit Espace jusqu'au 30 novembre, c'est à Paris dans le 10e. Ce sont des paysages qui apaisent, qui ressourcent, qui évoquent le désert, qui évoquent aussi l'Écosse, dit-elle, le soleil, encore lui, et la glace. Son nom, Cécile Partouche. Merci évidemment à elle. Samedi prochain, nous serons en compagnie de Sting. Sting sera sur le plateau de Théo Café. Il nous fera aussi le plaisir et l'amitié eh bien de faire quelques titres, notamment de tirer de son nouvel album, mais aussi des titres anciens. Alors vraiment, soyez avec nous. Ce sera une émission événement à partir de 10h sur France 2. Et puis demain, nous serons en compagnie d'Ariel Dombal. Ariel Dombal sera avec nous, ainsi que l'écrivaine Leïla Simani. C'est elle qui vient de remporter le prix Goncourt. Vous l'avez lu? Non, mais Non. je vais le faire. Ah ouais, moi je l'ai lu, vraiment, et avec toute l'équipe, on a beaucoup apprécié son travail. C'est seulement son deuxième roman. Portez-vous bien, on se retrouve demain. L'émission consacrée à Sylvain Tesson, elle est rediffusée cette nuit. Elle est en replay aussi, vous pouvez la revoir sur plus.fr, ainsi que sur notre chaîne YouTube. Portez-vous bien, à demain, on se retrouve dès 7h pour un nouveau Théo Café. Au revoir, merci. Sylvain, un truc que vous n'aimez pas du tout, on va faire un petit selfie. Allez, on le fait.